Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e épisode de la 4e saison d'Overtime. C'est lundi, il est midi, on se retrouve avec Jérôme. Salut Jérôme. Salut Jean-Philippe, bonjour Et tout le monde. puis un peu plus loin de nous, on retrouve Jonathan. Salut Jonathan. Salut messieurs, un peu plus loin mais pas très loin quand même. Pas très loin quand même, effectivement. On va maintenant commencer par le sommaire évidemment. Le sommaire, on va une petite introduction sympa. Ensuite, Fribourg, le leader qui fête son capitaine. On passera ensuite à Genève, toujours invaincu au Vernet. Lausanne, une attaque muselée. Bienne ne décolle toujours pas. Et Ajoie se retrouve déjà à 7 points de la 13e place. Comment était votre week-end, messieurs? Jérôme? Très bon week-end. Très bon week-end. Ah oui, très bon week-end. Et puis voyager un petit peu. Alors moi je peux vous dire, j'ai fait un week-end au Tessin et puis ensuite à Zoug. Alors j'ai eu Genève dans un match explosif à Lugano et puis ensuite Lausanne dans un match explosif pour Zoug surtout à Zoug. J'ai eu le 1000e match de Julia Sprunger. Ah, donc c'était joli week-end. On va s'en rappeler, ouais. Bon, messieurs, moi c'était un peu moins exotique. J'ai pas vu de palmier comme à Lugano. J'étais en studio ce week-end. Donc, mais quand même, on a pu vivre en plateau le 1000e match de Julien Sprunger, cette soirée assez mémorable. D'ailleurs, je pense qu'il va avoir marqué les esprits du côté de Fribourg. Ouais, sous les sunlight, quoi. Des tropiques aussi, pas de palmiers, mais le sunlight, oui. On va attaquer. J'ai bronzé un peu, ouais. Ah ouais, c'est ça, on a vu que tu étais un peu en vacances. On va immédiatement parler de Julien Sprunger et de Fribourg. Gauthieron. Ouais, 1000e match de Julien Sprunger samedi. Ça a été fêté par une victoire dans le derby des Zeringen. Julien qui nous disait, je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Un match à la maison pour le 8e, une victoire contre Berne. Week-end parfait pour Fribourg, 6 points sur les 6 qu'il y avait à prendre. 8 sur 9 sur la semaine avec la victoire contre Lausanne. Fribourg qui continue de caracoler en tête du classement. Donc tout va bien pour les hommes de Christian Dubé. Moi, ce qui m'a marqué surtout ce week-end sur les 2 matchs que j'ai commentés de Fribourg, c'est que les 4 lignes apportent de l'attaque. Et en fait, il n'y a pas de différence entre la première et la 4e. Ça joue toujours au même rythme. Il n'y a pas tout d'un coup la 4e qui est sur glace et puis le rythme descend un peu. C'est vraiment les 4 lignes qui vont à la même vitesse, les 4 lignes qui créent du danger, les 4 lignes qui savent aussi défendre quand il faut défendre. Parce que, évidemment, sur 60 minutes, Fribourg n'a pas toujours la possession du puck. Mais je trouve que c'est une équipe vraiment très équilibrée. Et puis ça donne beaucoup d'options à Christian Dubé qui a notamment mis Bignas sur le powerplay vendredi et samedi et il se débrouille plutôt bien. Et puis aussi ce que j'ai aimé à Fribourg, c'est les changements de position. Tout à coup on a Bignas dans le slot, tout à coup il est sur l'aile, le powerplay qui tourne beaucoup. Donc beaucoup de possibilités là pour Christian Dubé. Et à l'avenir, est-ce qu'il n'y a pas trop de possibilités? Est-ce que tout à coup, il n'y a pas des joueurs qui seront un petit peu déçus de leur temps de jeu? Parce qu'on a l'impression qu'il peut faire ce qu'il veut avec son équipe, quoi. Là. Si tu regardes Kylian Motet qui a passé du power play à 13e attaquant, j'imagine que là, il n'y a pas de passe droit, hein, Jonathan. On joue, et puis si tu es bon, tu joues. Si tu es moins bon, ma foi, tu joues pas, et puis tu dois essayer de trouver la solution pour revenir dans le line-up. Oui, c'est l'avantage de Christian Dubé en ce moment et de son staff d'entraîneur, parce qu'évidemment, ce sont des décisions qu'on prend entre staff d'entraîneur, de, par exemple, reléguer Kylian Motet comme 13e attaquant. C'est le luxe qu'on a parce qu'en ce moment, Fribourg-Gauthieron est en santé. Évidemment, ce n'est pas une équipe qui a énormément de profondeur parce que s'il commence à avoir des blessés, là, on va peut-être être un peu plus dans le trouble, là, dans la misère, comme on l'a vu d'ailleurs quand Bikoff était blessé. Binias également, on a joué avec seulement 11 attaquants. Il y a peu de relève en ce moment, il y a peu de profondeur, mais par contre, en ce moment, ça tient et ça tient bien. Et Kylian Motet, c'est un message qu'on lui passe, évidemment, de le mettre comme 13e attaquant. Mais quand on regarde son match à Lausanne, parce que moi, j'étais à Lausanne là, pour le derby contre Fribourg, le 2e de la saison. Messieurs, ça jouait, là. Le pace, là, le rythme du match était à un niveau que j'avais rarement vu si tôt dans une saison régulière. C'était vraiment un très beau match de hockey. Et Kylian Motet, comme 13e attaquant, il était impliqué. Moi, j'ai trouvé très proactif en échec avant, même s'il jouait sur un 4e bloc avec des joueurs avec peut-être un peu moins de talent offensif qu'habituellement, avec moins de skills, on va le dire comme ça.
reste qu'il était impliqué, qu'il faisait partie de cette équipe. Il n'a pas ronchonné. Peut-être que lorsqu'il a vu son nom comme 13e attaquant intérieurement, il a ronchonné et il était déçu et frustré, évidemment, mais ça n'a pas paru sur la patinoire. Sa première présence, c'était, je pense, dépassé la mi-chemin en première période. Il était très impliqué, il utilisait sa vitesse en échec avant. Il a créé des chances de marquer et c'est ce qu'on veut voir de Kylian Mottet. Et c'est en travaillant qu'il va retrouver sa place. Dans l'effectif de Christian Dubé. Mais messieurs, je veux quand même qu'on revienne à Julien Sprunger parce que cette équipe-là était motivée. On l'a vu d'ailleurs, Jérôme, contre Berne, la première période. On avait vraiment une équipe devant nous de Fribourg-Gotteron qui voulait cette victoire pour le millième match de son capitaine. C'est ça, il voulait pas gâcher la fête en fait. Il voulait absolument gagner pour que Julien Sprunger ait une victoire pour son millième. Je suis resté à la fin du match. Après le match, il y avait la cérémonie qui a duré en 10 minutes et 15 minutes. Il y a eu un film sur l'écran géant, notamment des hommages. Il y avait Ralf Kruger qui a laissé un petit mot. Et il y a surtout eu un petit mot de Sean Hines qui a chanté la chanson de Julien Sprunger. Il l'avait mis en dernier dans le clip pour que toute la patinoire reprenne évidemment la chanson bien connue pour Julien Sprunger. Il y a sa femme qui est venue. Il y avait ses 3 enfants. Il y a tous les joueurs qui ont mis une banderole. Et puis, chaque joueur ensuite est sorti de la patinoire en serrant dans ses bras Julien Sprunger et en disant un petit mot à l'oreille. Et le dernier joueur qui est venu vers Julien Sprunger, évidemment, c'est Andrei Bikov. Et au moment où Bikov est sorti de la patinoire, Julien Sprunger devait faire un tour d'honneur et il est allé chercher Bikov. Et ils ont fait le tour d'honneur ensemble. Et c'était vraiment sympa. Alors ça, c'était des images fortes. Ouais. Effectivement, des images fortes. Et puis, faut pas aussi oublier qu'il va encore jouer. Ah oui, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Mais c'est vrai qu'on aurait dit à un moment donné que c'était le dernier match de sa carrière. On a un peu l'impression sur certaines images que c'était un au revoir, mais pas du tout. On a une petite question là dans le chat. C'est Frédéric Janet qui, de manière un peu ironique, nous dit « Ouais, mais ça fait 2 matchs que Didot et Bertschin ne font pas de points. Est-ce que c'est un début de crise ?» Puis évidemment, il a rajouté un petit message pour qu'on ne le prenne pas mal. Bon, l'avantage à Fribourg, c'est que si cette ligne-là ne marque pas, il y a Sørensen avec ses 30% d'efficacité devant le but qui s'en sort. Mais ça, messieurs, c'est quelque chose qu'on a vu souvent. Des étrangers qui arrivent en Suisse et qui ont de la peine à véritablement être là au niveau où on les attend la première année. Et puis la deuxième année, ça se met en route. Et puis là, Wallmark, Sørensen et Delarose, ce sont 3 joueurs qui prennent le relais au cas où Didot et Bertschy ne marquent pas. Et du coup, c'est parfait pour Fribourg-Gotteron. Ouais, c'est là qu'on voit que les 4 lignes, elles fonctionnent, quoi. C'est ce que je disais avant, quoi. C'est vraiment 4 lignes qui arrivent à mettre le danger, qui arrivent à marquer des buts. Et puis, un soir, c'est la première, un soir, c'est la troisième, un soir, c'est la deuxième. Et au final, Fribourg, ça fait 6 victoires de suite, quoi. Dans le cas de Delarose et de Sørensen, parce que les deux étaient déjà à Fribourg l'an dernier, on voit vraiment ce que Christian Dubé voulait aller chercher avec le hockey qu'il joue depuis le début de la saison. Oui, Didot et Bertschy ont peut-être moins produit offensivement là, sur papier dans les derniers matchs, mais ils créent tellement, ils sont tellement dangereux en power play. La vitesse des 2 joueurs, c'est tellement un jeu de transition rapide avec ces 2 gars-là que ça crée beaucoup de complications, de difficultés à la défense adverse match après match. Il y a un pace immense du côté de Fribourg-Gotteron en ce moment. C'est vraiment la rapidité du jeu qui fait la force de l'équipe. Parce que souvent, les équipes sont prises avec des mauvais gaps. Ça crée des opportunités aux Fribourgeois parce qu'ils arrivent avec trop de vitesse. Ils prennent un peu tout le monde par surprise. C'est sûr et certain que les équipes vont s'adapter. Mais si Fribourg garde ce rythme élevé, c'est difficile pour les équipes de s'élever à ce niveau si on n'a pas les effectifs pour s'élever à ce niveau. Et les Fribourgeois ont de très bons patineurs parce que oui, on parle des étrangers, mais on peut aussi parler de Nathan Marchand qui connaît un très bon début de saison aussi. Et il utilise bien cette vitesse et ce pace également pour se mettre en évidence. Donc, du côté de Fribourg, on leur souhaite simplement que ça se poursuive et qu'on évite les blessures. Et juste pour illustrer ce que tu disais avec la vitesse, Jonathan, le CP Berne, le dernier tiers, a joué qu'avec 3 blocs. Parce qu'ils ont vu que le 4e, il prenait l'eau, quoi. Ça allait trop vite. Et du coup, il a joué qu'avec 3 blocs tout le dernier tiers. Et puis, messieurs, les gardiens de Fribourg-Gotteron se faisaient du souci pour le dos de Berra, ce Rueger qui avait jamais joué en National League. Puis finalement, Berra est revenu, le Reto Berra, d'avant ses problèmes de dos. Et puis, Brian Rueger, c'est la très bonne surprise du côté de Fribourg.
Ouais, il faut dire qu'il y a des bons défenseurs devant lui, hein. Moi, franchement, samedi, Borgman, Diaz, Yecker, ils m'ont vraiment impressionné. Déjà, dans leur calme, même s'ils sont en train de se faire déborder, ça reste calme, c'est stick on puck, tranquille, on fait pas de faute. Yecker à la relance, il est d'un calme. Franchement, j'ai l'impression que par rapport aux autres années, il a encore pris encore un peu plus d'assurance. Il patine la tête haute, il voit le jeu. Franchement, on a l'impression que les joueurs fribourgeois ont énormément de temps pour faire leur action défensive, pour relancer le puck. Moi, j'ai trouvé que c'était assez impressionnant. Ouais. Et pour en revenir juste à Rueger, parce que j'ai eu la chance, moi, de le commenter, il était du côté de Lausanne, c'est lui qui était le gardien partant. Et évidemment, sa première performance, c'était toi, Jean-Philippe, qui l'avait commenté, hein, tu me l'avais dit, Ouais. il semblait nerveux au début Lugano, du match. ouais. Ouais, là, il semblait vraiment très concentré. Il ne fera pas toujours des matchs aussi performant qu'il a été mardi. Évidemment, c'était une performance vraiment exceptionnelle de sa part. Mais moi, j'ai trouvé très square, très concentré devant sa cage. Et surtout, là, c'est sûr qu'il faisait face à Connor Hughes. Mais si on prend, par exemple, on aura la chance d'en parler avec Lausanne, Ivar Spounenov, qui connaît beaucoup de difficultés, ou un Robert Maillard à Genève qui connaît beaucoup de difficultés. La grosse différence avec le match de samedi, c'est que Rueger a fait les arrêts clés. Il a réussi à sauver les tout petites erreurs de son équipe, les grosses chances de marquer de Lausanne. Il sortait la jambière au bon moment. Il réussissait à garder son calme dans des moments importants. Ce que d'autres gardiens qu'on a connus, qu'on trouvait très bons, qui sont très bons normalement, mais qui connaissent un difficile début de saison, ne sont pas capables de faire. Donc, c'est positif pour Rueger. Maintenant, moi, je ne demande qu'à le revoir plus régulièrement devant la cage. Je comprends que Reto Berra est revenu à son niveau et on doit lui donner la cage, on doit lui faire confiance, évidemment. Il est un rouage important de cette équipe, mais maintenant, il faut donner aussi de l'expérience à Rueger parce que c'est comme ça qu'il va devenir encore meilleur. Mais clairement, il y a un potentiel avec ce gardien de but. Dans le chat, là, Didier Krebs, qui est on va le dire, hein, c'est un supporter genevois, il dit que la loi de la moyenne va les rattraper. On se souvient que Fribourg avait fait une superbe saison en tête, etc. Et puis ça s'était pas super bien terminé pour les Fribourgeois. On va dire qu'on apprend et puis on leur souhaite évidemment le meilleur avant, la transition est toute trouvée, de parler du champion en titre, Genève Servette. Genève Servette poursuit ses deux visages. On garde un Genève Servette qui fonctionne plus ou moins bien et qui arrive à trouver des moyens pour gagner au Vernet, toujours invaincu dans sa patinoire. Tandis que sur la route, eh bien, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. À Lugano, ça n'a pas fonctionné non plus. Mené 1-0 sur un but short-handed d'Arcobello après un tiers. Et puis ensuite, alors, c'est un match qui est parti en cacahuète complète avec des buts dans tous les sens, des grosses charges, des 5 minutes plus match pour Bertaggia notamment et pour Mirko Müller, des gardiens pas toujours bien inspirés, notamment Robert Maillard qui fait une Maillère, hein, il en fait de temps en temps durant la saison, il veut relancer, il sort très loin de son but, manque sa relance, le but est marqué mais avec beaucoup de chance, le Luganais qui était allé mettre la pression sur le gardien n'avait pas eu le temps de sortir de la zone, donc on était resté à 1-0 à ce moment-là, mais ouais Jonathan, je sais pas comment tu vois cette équipe de Genève, mais comment expliquer que cette équipe qui roulait sur la Ligue il n'y a pas si longtemps a tellement de peine à se mettre en route, véritablement. Hein. Ils sauvent les meubles à domicile, mais à l'extérieur, il faut aller chercher quelque chose. Oui, c'est difficile. Je ne sais pas si c'est une question d'émotion qui manque pour les matchs sur la route du côté de Genève. Mais j'en parlais justement avec Geoffrey Vauclair avant le studio. On discutait, puis on se disait, dans cette ligue-là, en National League aujourd'hui, tu ne peux plus jouer à 95% de ton talent. Tu ne peux plus jouer à 90% de ton talent. Il y a trop de talent dans cette ligue-là. Tu dois être à 100% chaque soir. Ça n'arrive pas qu'un joueur soit à 100% chaque soir. Mais j'ai l'impression que Genève est arrivé dans cette saison-là en s'assoyant un peu sur son talent, en se disant, OK, on est champion, on est bon, on est fort, on garde à peu près la même équipe, mais ça va être un peu la même chose que l'an dernier. Tout le monde a vieilli d'un an. Les étrangers qui étaient déjà bien âgés du côté de Genève ont ralenti, évidemment. Et là, les joueurs de talent, on les attend. On reste sur notre fin. Donc, ce sera vraiment de se remotiver, même à l'étranger, et surtout de recommencer à travailler. Les victoires de Genève, c'est lorsqu'ils travaillent.
les belles victoires de Genève, lorsqu'on retrouve leur identité, c'est lorsqu'ils mettent tous leur botte de travail et qu'ils jouent tous à 110 % de leur talent. C'est ça qu'on veut voir de Genève Servette. J'ai vu la question défiler aussi dans le chat. Qu'est-ce qui se passe avec Gauthier Desclous? C'est la naissance d'un bébé. Donc, c'est un petit congé de paternité le week-end dernier. Par contre, on va le revoir assez rapidement devant la cage. Et ça, je pense que Gauthier Desclous aurait été le choix de l'entraîneur devant la cage ce week-end, mais en raison de son absence, ce fut Robert Maillère. Il connaît des difficultés, Robert Maillère. C'est un dur lendemain de veille pour toute l'équipe genevoise, mais également pour Robert Maillère. Je le disais juste un petit peu plus tôt, il n'est pas capable de faire les gros arrêts. Ce qu'il a fait tout au long des playoffs, là, il semblait survoler les matchs, il faisait les gros arrêts clés, tout. Il inspirait la confiance. C'est tout le contraire. Même si on sait tout son talent, en ce moment, il n'inspire pas la confiance du côté de Genève. Il y a un homme qui marche bien, c'est Hapala. Ouais. Il a un contrat jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et là, il a signé son premier doublé. Alors, dans un match où, ma foi, ça n'a pas porté ses fruits, ça n'a pas amené la victoire, mais tout de même, il constitue une ligne intéressante avec Phil Poula et Praplan. Ouais, bah, si j'étais le manager de Genève, tu essaies peut-être de le signer. En tout cas, tu discutes avec lui. Lennström devrait bientôt revenir au jeu. On sait qu'il était là pour remplacer Lennström, pour avoir une légion étrangère complète. Là, il y aura un qui sera déçu, vu qu'il y en a un qui sera en tribune. À voir si on le continue ou pas. Il sera top scorer d'ailleurs au prochain match de Genève. Hein, c'est juste. Il a pris le casque jaune à Vatanen, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est quelqu'un qui performe, comme Luoto à Berne d'ailleurs, qui lui a un contrat jusqu'à fin novembre. Luoto, il performait. Il performait. Non mais c'est des joueurs qui sont venus sur le très tard. Déjà même que la saison peut-être avait déjà commencé. Puis c'est des gars qui doivent se mettre en avant parce qu'ils ont un délai très court pour se montrer. Alors est-ce que c'est pas peut-être pour ça qu'ils font beaucoup de points, où tu te dis, bah voilà, je suis juste là 1 mois et demi, 2 mois, il faut que je performe à fond, puis si tout à coup tu lui donnes un contrat jusqu'à la fin de l'année ou encore pour l'année prochaine, d'un coup il va peut-être un peu se relâcher, je ne sais pas, mais tu parlais de lendemain de veille, Jonathan, pour Genève, moi je pense aussi qu'il y a l'état d'esprit de l'adversaire qui a changé. Parce que dans la tête des gens, tu reçois le champion à la maison. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est plus compliqué pour Genève à l'extérieur. Parce que tout le monde, à domicile, a envie d'agripper le champion. Ouais, ça c'est certain. Il y a Simon et Misitrano dans le chat qui nous demandent est-ce qu'on peut enfin admettre que Genève n'est plus la même équipe sans Tom Ernest. Mais je crois que nous, on l'a admis assez rapidement. Hein. Remplacer Tom Ernest, ce ne sera pas possible. On a 2 défenseurs étrangers. On a Vatanen qui a un certain profil, mais qui n'est pas le même que Tom Ernest. Et Lennström, qui n'a toujours pas joué. Qu'on n'a pas encore pu voir véritablement au-delà de la Champions Hockey League et des matchs de préparation. Difficile de... Alors, oui, on ne remplace pas Tom Ernest, mais de là à dire que c'est la seule raison, je ne suis pas persuadé. Il y a un homme qui a fait son retour dans l'alignement genevois, c'est Tanner Richard. Tanner Richard avait été blessé contre Zurich, il est revenu, et à Lugano, ça a été le show de nouveau. Vous vous en souvenez peut-être en quart de finale de play-off, il avait été pris en grippe par les supporters, les fans, pas forcément la Curva Nord, mais aussi. Et là, il a remis ça. Après le match qui était vraiment chaud, si vous l'avez suivi sur MySports, vous avez vu que c'était un peu le chaos à la fin. Il est encore allé haranguer les supporters en prenant sa canne au-dessus de sa tête, comme ça, à la fin du match, perdu 7-4, ce qui a déclenché une avalanche d'objets, de cartons et tout. Et ça s'est encore prolongé après la douche. Quand il est allé au quart, les supporters luganais, si vous connaissez un petit peu les alentours de la patinoire de Lugano, quand il est allé au quart pour rentrer, il y a une passerelle qui surplombe l'endroit où les quarts adverses se parquent. Et là, les supporters l'ont attendu, puis l'insulté, etc. Il a posé son sac, il a dit « Ok, ben venez maintenant, descendez. » Enfin voilà, c'est véritablement un personnage. On aimerait le voir peut-être impliqué, mais efficace. Il n'est pas encore efficace sur la glace comme il a pu l'être lorsqu'il avait porté cette équipe de Genève en fin de saison dernière. Moi, j'aimerais le voir aussi impliqué sur la glace que pour narguer les fans luganais. Honnêtement, ça fait partie du folklore, mais je ne suis pas certain que ses coéquipiers ont aimé voir ça. Honnêtement, là, c'est une distraction, ce genre de geste. Il doit être plus mature que ça comme leader à Genève. Et bon, ça, on met de côté. Évidemment, je pense que, comme toute l'équipe, il a besoin
lui aussi, d'élever son niveau. Je parlais tout à l'heure de joueurs qui performaient à 90% de leur talent. C'est pas assez, mais c'est exactement ça. Et je trouve intéressant, messieurs, je veux quand même revenir sur certains trucs que vous avez dit. Jérôme, tu parlais de la pression aussi qu'à Genève, de la motivation des autres équipes contre Genève Servette. Et ça, Sakari Maninen, lorsque j'ai fait mon sujet avec lui en début de saison, avant le début de la saison, il l'a dit, ça, c'est une motivation qu'on soit ciblé par des équipes. Pour l'instant, Genève n'utilise pas cette motivation parce qu'ils doivent s'attendre à être visés par les autres équipes. Et messieurs, lorsqu'on parle de... Parce qu'il y avait la question, là, est-ce qu'on peut admettre que Genève Servette n'est pas la même équipe avec Tom Ernest? On n'a pas encore vu son véritable remplaçant qui est Lennström, évidemment, dans notre championnat. Et moi, je me pose la question, quand Lennström va revenir, c'est sûr qu'il joue. Quel étranger on enlève? Parce que pour moi, Pala, ça ne fait aucun doute qu'il va signer une prolongation. Il a convaincu tout le monde. Maninen, on reste sur notre fin. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience partout où il est passé. Il a eu du succès. Mais clairement, c'est un début de saison compliqué pour lui. Artikainen n'est pas l'ombre de lui-même. Winnick et Filppula, les deux ont ralenti aussi. Là, Winnick, on l'utilise même en défense lors du dernier match. Ça va être un beau casse-tête de voir qui on enlève parce que on doit utiliser en ce moment du côté de Genève Servette les joueurs qui nous font gagner. C'est vraiment le mot d'ordre. Tu dois utiliser ceux qui t'en donnent le plus sur la patinoire. Et ce sera un beau casse-tête aussi lorsque Lennström va revenir. Mais ça, je vous le dis, là, quand on est allé à la conférence de presse de Genève Servette, les dirigeants de l'équipe nous ont dit Lennström, c'est day-to-day. Si on était en play-off, il jouerait. Il va revenir rapidement. Ça fait quoi, là, un mois maintenant que la saison est commencée, un peu moins d'un mois. On n'a toujours pas de nouvelles de lui. On verra mardi en Champions Hockey League. Encore peut-être une question de Nicolas Schauerians. Pour moi, toutes ces excuses sont bidons. C'est une préparation trop courte, voire pas du tout pour certains qui préfèrent aller pêcher et un mental bien trop sur deux. Alors évidemment, il parle d'Artikainen. Je crois que tu as une petite stat sur lui, là. Bah, il a un plus-minus de -9. Artikainen, c'est pas le début de saison rêvé pour lui, hein. Mais bon, on l'a aussi vu l'année passée, hein. Si vous prenez l'Artikainen de la saison régulière, enfin l'Artikainen d'avant Noël et puis l'Artikainen d'après Noël et surtout l'Artikainen des playoffs, c'est pas du tout le même gars. Pour le moment, ils y sont pas en playoffs, donc on va quand même gentiment remonter au classement. Et puis juste pour le côté mental, j'ai discuté avec Dan Tangnes, le coach de Zug, et il lui ai posé la question sur justement les problèmes que Genève rencontrait. Et lui m'a expliqué qu'après le premier titre de Zug, ils avaient travaillé avec un coach mental auprès des joueurs pour essayer de les remettre dans le bon mindset avant la saison. J'ai posé la même question à Marc Gauchi qui m'a dit non, nous on fait pas ça en tant que club. Si des joueurs sentent le besoin, ils ont le droit de faire appel à un coach mental de leur côté. Messieurs, l'heure avance et si on veut pouvoir donner un petit peu de temps à chaque club, il faut qu'on passe du côté du Lausanne HC. Voilà, le Lausanne HC, sale coup à domicile contre Rapperswil. 3-1, alors que oui, il y a un but aussi, le but de Moy, là où on peut discuter, il y a une crosse qui trouve par terre, donc ok, ça s'est joué à pas grand-chose, mais défaite quand même. Et puis alors, on a oublié de se présenter du côté de Zug samedi, 5-0 après le premier tiers, c'était plié, oui, il y a une réaction dans le deuxième, mais là, il y a deux questions qui se posent, c'est à l'extérieur, aller chercher quelque chose, quand on sait que Zug est une équipe qui entre très fort dans ses parties, dans ses premiers tiers, et puis qu'on n'est pas prêt alors qu'on le sait. Ils en ont parlé, hein, les Lausannois, ils en ont parlé. Ils ne voulaient pas devoir se dire après un tiers on est resté dans le bus, et c'est pourtant ce qui s'est passé. Et puis la deuxième question, c'est Pounenovs. Est-ce que vraiment il est dans une situation où il est, capable de donner le 100% de ses qualités, ou bien est-ce que il ne faudrait pas peut-être regarder pour le remplacer, ou en tout cas donner quelques piges au jeune Kevin Pache qu'on est allé chercher en Amérique du Nord. Je vous laisse avec ça. Merci Jean-Philippe. Écoute, moi, je vais répondre déjà à la deuxième question parce que c'est un sujet qu'on a discuté même après le studio, même pendant le studio samedi. On se posait la question, mais pourquoi ne pas changer Pounenovs? Pounenovs, le gros problème qu'il a en ce moment, c'est qu'il n'est pas capable de faire l'arrêt clé. Il est véritablement, là, il se prend des goals qu'il ne devrait pas prendre. Il y a des blessures du côté de Lausanne. Oui, on donne peut-être trop de chance à un. OK. Mais les bons gardiens sont capables de faire des arrêts, de sauver parfois leur équipe. Pounenovs, en ce moment, c'est très compliqué. On va à Zug. Après une période, il s'en prend 5. Est-ce que les 5 sont de sa faute? Non. Est-ce qu'il y en a de sa faute? Oui. Pas les 5, évidemment. Mais comme entraîneur, tu veux changer quand même le momentum du match. Après 3, après 4 buts peut-être. Là,
OK, j'excuse Jeff Ward. Peut-être qu'il s'est dit on laisse finir la période et on changera de gardien de but après. Ça peut se faire aussi. Donc, t'en prends un cinquième. Ensuite, sur notre groupe WhatsApp, la Régis nous disait vraiment le mot d'ordre était que Pounenov, ça allait garder ce but. On veut donner du repos à Connor Hughes. Je vis bien avec ça. Mais si tu sais que peu importe l'issue du match, tu n'utiliseras pas Connor Hughes, pourquoi on n'amène pas Kevin Pache, qui va très bien en Swiss League en ce moment? Pourquoi on n'amène pas une police d'assurance qu'on peut utiliser? C'est sûr que ça n'aurait pas été les meilleures dispositions possibles pour Kevin Pache d'embarquer avec un retard de 5-0, mais au moins, on aurait peut-être réussi à garder le peu de confiance que Poulenovs peut avoir et le peu de confiance que l'équipe peut avoir en Poulenovs en ce moment. Et on décide de le garder dans la cage. Moi, ce que j'interprète comme message, c'est qu'on s'est dit, on veut économiser Hughes alors qu'on ne joue pas de la semaine, mais surtout, on abandonne ce match à 5-0. On avait mis une croix sur ce match parce qu'on ne change rien du tout du gardien de but. Et ce n'est pas que la faute du gardien de but, comprenez-moi, mais on doit donner quand même un électrochoc qui n'est jamais venu. Et ensuite, on revient un peu dans le match avec le 5-1. Moins de 2 minutes plus tard, on se prend le 6-1. On revient ensuite avec le 6-2. On reprend le 7-2 tout de suite après. C'est ce genre d'arrêt-là que Poulenovs aurait dû faire, que peut-être que Kevin Pache aurait pu faire ou que Connor Hughes aurait pu faire, qui aurait peut-être fait une défaite de 5-3, qui aurait été beaucoup plus honorable parce qu'on aurait pu, du côté de Lausanne, se dire on a gagné la deuxième période et on a gagné la troisième période. Sur l'ensemble du match, c'est une défaite, mais on a bâti pour la suite. Et là, on n'a rien bâti du tout. On a perdu la deuxième, on a perdu la troisième, on a perdu ce match de façon lamentable. 9-2, messieurs, il n'y a pas grand-chose qu'on peut sortir de positif de cette défaite. Moi, je me demande si ils n'ont pas laissé Pounenovs dans le but au début de la deuxième période en se disant, voilà, il y a déjà 5-0, on est à Zug, l'équipe, elle n'est pas là. Je veux dire, ils sont pas là, ils ont abandonné Pounenovs. À quoi ça sert de mettre Connor Hughes? Parce que si l'équipe, elle n'était pas là avec Pounenovs, elle ne sera pas là avec Connor Hughes. Alors, est-ce que ça vaut la peine que Connor Hughes, il en prenne aussi 4 ou 5 et puis tu flingues tes deux gardiens? Je sais pas si ça vaut la peine ou pas. Alors, parce que du moment que les joueurs sont pas là, s'ils n'étaient pas là avec Pounenovs, ils seront pas là avec Connor Hughes. Tandis que là, tu en as un, voilà, tu lui mets les 9 buts dessus, mais au moins, tu gardes Connor Hughes de côté. Et puis pour le Lausanne Hockey Club, en fait, ils ont commencé la saison comme ils ont fini la saison régulière la saison passée. Parce qu'on se souvient qu'en fin de saison régulière, la saison passée, c'était l'une des meilleures équipes du championnat, hein, si on prend juste les points. Ils ont commencé très fort avec 13 points sur les 6 premiers matchs. Et puis je me demande si là, tout d'un coup, il n'y a pas un laisser-aller en se disant « Ah ouais, si on joue comme ça, on est bon. » Puis là, sur les 6 derniers matchs, il n'y a que 3 points. Donc je ne sais pas si tout d'un coup, il y a aussi un lendemain de veille du côté du LHC, mais c'est assez bizarre de voir cet écart entre les 6 premiers matchs et les 6 suivants. Je vais commencer par répondre sur le gardien, parce que j'étais au match et je me suis dit, est-ce qu'il va changer à la pause? Évidemment, on s'est tous posé cette question-là. Oui, ouais. Mais alors, on voit revenir Pounenovs. Et puis, moi, je pense qu'on aurait quand même pu changer, parce que oui, je te rejoins dans l'idée que l'équipe n'était pas là, mais elle n'était pas là les 10 premières minutes. Okay. Ensuite, de la 10e à la 17e, ils ont fait jeu égal, ils ont réussi, il y a eu quelque chose. Puis à la 17e, là, ils ont pris 3 buts de suite. Vraiment, pour certains évitables. Celui de Wingerli, par exemple, c'est de la malchance. Il y a un tir, un rebond, ça tape la crosse de Frick, le genou d'un joueur, puis ça revient dans la crosse de Wingerli qui est tout seul au deuxième poteau. Là, typiquement sur celui-là, Pounenovs, si on met n'importe qui, Bobrovski au goal, c'est égal, quoi. Ce sera but quand même. Encore que. Et puis pour le reste, je crois que je suis plutôt d'accord avec toi, donc là, je ne vais pas ajouter quelque chose. Autre chose, hein. Alors d'un côté, oui, la défense n'était pas là, etc., mais on a réussi à marquer à Zug quand même. Mais on marque que 2 buts par match. La moyenne sur les 4-5 derniers matchs, c'est 1,5 but par match. On ne peut pas gagner des rencontres de National League contre des équipes qui marquent régulièrement plus, quoi. Jonathan, tu vois bien qu'on a Suomela au départ qui, dans les quelques premiers matchs, était flamboyant, trouvait là le moyen de marquer lui-même. Et là, typiquement, un joueur comme Kovac qui est complètement hors de confiance. C'est 8 matchs sans but, alors qu'il a Suomela comme pourvoyeur de puck. Et là, on a un problème, hein. Déjà, Lausanne cherche un nouvel ailier étranger. Ouais,
évidemment, bon, les blessures n'aident pas du côté de Lausanne, mais les 2 premiers joueurs de centre en ce moment, parce qu'on a été assez... la ligne de Ken Yeager, là, depuis le début de la saison, c'est pas mal toujours la même ligne, mais on a beaucoup changé les ailiers du côté des 2 premiers joueurs de centre qui sont Suomela et Rochette. Et je pense que les 2 joueurs de centre en ce moment doivent regarder à gauche, à droite, puis se dire, ils sont où nos ailiers? Parce que Damien Ria ne connaît pas un grand début de saison. Jason Fuchs, il a marqué le seul but là, dans la défaite de vendredi, si je ne me trompe pas. Mais encore là, ce n'est pas un grand début de saison pour lui. Sekac, là, il est blessé. Salomaki, il a eu un bon début de saison, est blessé. Kovac, ça a été un bon début de saison, les 5 premiers matchs, inexistants par la suite. Donc, oui, là, on a une bonne ligne de centre du côté de Lausanne. Moi, j'aime beaucoup avec Suomela comme premier centre, avec Rochette comme deuxième centre, Yeager comme troisième, Albon comme quatrième. C'est une des bonnes lignes de centre de la Ligue. Là. Honnêtement, il y a vraiment du potentiel offensif et de la responsabilité défensive aussi dans cette ligne de centre. Mais les ailiers, en ce moment, là, sont inexistants du côté de Lausanne. Et on a beau faire des changements. Et on voit aussi la profondeur en ce moment à l'aile. Quand Pedretti revient au jeu, il est sur le deuxième bloc. Je ne veux rien lui enlever à Pedretti, mais ce n'est pas son rôle d'être sur un deuxième trio. Donc, c'est sûr que pour les 2 joueurs de centre, ça ne les aide pas non plus. Puis Suomela, en ce moment, il a beau se démener comme un diable dans l'eau bénite. Là. Ça, c'est l'expression qu'on utilise au Québec. Là. Il a beau tout faire sur la patinoire. Il ne peut pas réussir tout ce qu'il entreprend. Donc, il va falloir qu'on aille chercher de l'aide pour la ligne de centre de Lausanne. Est-ce que les équipes adverses ne se sont pas adaptées à Suomela? C'est un joueur, c'est sa première année en Suisse. Peut-être que sur les premiers matchs, les adversaires ne le connaissaient pas trop. Il a pu montrer son jeu, il a pu marquer les buts, il a pu faire les passes qu'il voulait. Et puis peut-être que les équipes suivantes, elles se sont dit attention, quand on joue contre Lausanne, il y a Suomela, il fait ci, il fait ça, il fait souvent ci, souvent ça. On l'a peut-être analysé à la vidéo, et puis peut-être qu'on essaye de le contrer maintenant, justement. Oui, c'est possible. C'est sûr qu'il fait partie du plan de match des équipes. Mais par contre, il réussit encore à créer offensivement des choses intéressantes. C'est à la finition que ça ne marche pas. Donc, je ne pense pas nécessairement... Suomela, je pense qu'il a les outils dans son bagage pour, même s'il est visé par une équipe, même s'il fait partie du plan de match de l'équipe adverse, je pense qu'il a toutes les ressources pour quand même devenir un joueur déterminant. Maintenant, il faut de l'aide. Ouais, on va aussi rappeler qu'à Zug, Lausanne ne jouait qu'avec 4 étrangers. On peut aussi noter que Sekac s'est blessé à Langnau. Rien de trop grave, il devrait être assez vite de retour. Salomaki s'entraînait normalement, mais le staff médical lui a pas encore donné le feu vert pour réintégrer l'équipe pour un match de championnat. Et puis, on a encore des gens comme Glauser, comme Raffel qui sont sur les plots. C'est quand même alors on ne prend pas ça comme excuse du côté lausannois, mais tout de même, c'est quand même des pièces importantes du puzzle de Jeff Ward. Bah évidemment, ça décale tout le monde. Il vous manque quelqu'un en premier bloc. Vous mettez soit quelqu'un qui était dans le 4e au premier bloc, puis du coup, c'est pas le même niveau. Soit vous mettez quelqu'un du 2e en premier, mais après, il faut décaler quelqu'un du 3e en 2e. Et puis, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes affinités, c'est pas les mêmes automatismes non plus. Même si les gars s'entraînent tous les jours ensemble, ils se voient tous les jours. Je veux dire, il y a quand même des affinités qui se créent sur glace. Quand on dit on joue les yeux fermés, c'est pas. Ça, c'est Pounenov. Ça, c'est Pounenov. Non, mais parfois, on dit... non, mais parfois, on dit on joue les yeux fermés. Ça veut dire qu'on a une situation de jeu et on sait directement, mon ailier, il est là, mon centre, il est là. Je peux donner le puck directement. Si à chaque match, vous changez de coéquipier ou si tout d'un coup, sur une semaine, vous avez un autre coéquipier parce que celui qui est là habituellement est blessé, ben, tout d'un coup, il n'y a pas ces petits trucs où bien vous donnez le puck, il n'est pas là, ou il a une demi-seconde de retard ou une demi-seconde d'avance. Et puis, ça peut modifier comme ça le jeu. Et ça a été ça en début de saison. Tous les ailiers, il y avait toujours une rotation dans les ailiers. Et Jeff Ward voulait garder tout le monde dans le match, voulait garder tout le monde bien éveillé. Ça fonctionnait dans les premiers matchs de la saison. C'était un début de saison. Puis là, tout le monde paraissait bien. Mais c'est vrai que les automatismes se font peut-être moins bien maintenant que tout le monde a changé. Puis là, en plus, tu ajoutes les blessés là-dedans. C'est une mauvaise séquence là, pour Lausanne. Et je voudrais rajouter, messieurs, parce que je pense qu'on va bientôt finir sur Lausanne, mais la phrase que je vais dire pour Lausanne va très bien aller pour le prochain club, qui est le HCBN aussi. C'est que les camps d'entraînement de la NHL viennent de se terminer. Il y a des essais professionnels qui sont terminés. Il y a des gars qui ont été retranchés, qui sont certainement bien frustrés et parce que c'était leur dernière
dernière chance en NHL. Il y a certains gars qui vont regarder du côté de l'Europe et c'est le moment pour John Foust, également pour Martin Steinegger du côté de Bienne, de regarder qui est disponible et quel joueur de qualité est disponible pour un renfort immédiat. Ben voilà, la transition est toute trouvée. Merci beaucoup, Jonathan. On va passer au club du Ceylan, le HC Bienne. Ouais, ben, HC Bienne qui ne retrouve pas la victoire. 6e défaite de suite, c'était au penalty contre Genève samedi. Il y a eu la défaite à la maison contre Cloton vendredi. Ça commence à faire beaucoup pour le HC Bienne qui est 11e du classement, bon, qui a un seul point de la 10e place et à 4 points de la 6e. Donc c'est pas encore catastrophique au niveau du HC Bienne. Il y a 4 défaites au penalty. Alors, il y en a qui disent « Ouais, mais si les 4 défaites au penalty, Bienne avait gagné, il serait 6e aujourd'hui. » Évidemment, il serait 6e. Ouais. Mais les penalties, ça compte aussi. Mais ça veut aussi dire que sur le jeu du HC Bienne, c'est pas si mauvais que ça. Il y a aussi des blessés, des cadres qui sont blessés du côté du HC Bienne, même si Yakovenko est revenu au jeu. Mais c'est vrai que c'est pas évident ce début de saison pour les Biennois. Gaëtan Haas me disait à l'interview sur un match, il me disait c'est pas le système de l'entraîneur qui nous pose problème pour l'instant, ça on s'est adapté, c'est on n'arrive pas à marquer. Il y a des buts qu'on mettait l'année passée qu'on n'arrive pas à mettre et on ne sait pas pourquoi. Et puis surtout, l'année passée, on avait cette capacité à retourner des matchs. Et cette année, on n'y arrive pas. On n'arrive pas, si on est mené de 1 but, 2 buts à l'entame du dernier tiers, faire un 3e tiers de folie et puis à retourner. Alors est-ce que Bienne jouait au-dessus de ses moyens la saison passée? Est-ce que c'est Stani qui joue en dessous? Est-ce que l'équilibre est entre les deux? Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui n'a pas accroché à Bienne en ce début de saison. Ouais, je ne sais pas trop où on peut mettre la faute. Il y a plein de petites choses qui marchent moins bien, notamment les étrangers en défense. Hein. Ici, Yakovenko a fait un bon début de saison, mais a été blessé. Okay. Voilà. Mais Poka est en dessous des attentes, assez clairement, que ce soit en termes de production offensive. Alors, à part ses 4 assists en Champions Hockey League, ensuite, c'est difficile. Et puis aussi, il y a certains choix dans les sorties de zone. Il est clairement pas l'étranger dominant dans les lignes arrières qu'on est en droit d'attendre d'un renfort comme ça. Et du coup, on se prend à se dire Pileuve, il revient bientôt. Avant, on était tous prêts à dire il a eu vraiment un très gros choc au match 7. Il faut vraiment qu'il revienne gentiment, retrouver une vie normale, retrouver voilà, son physique à 100%. Et puis là, on est en train de se dire dis donc, prends encore un peu des écoute, en parlant de Victor Löw, il s'est entraîné la semaine passée avec un maillot sans contact. Ah voilà, une bonne nouvelle en tout cas pour le HC Bienne. Après, je sais pas, Jonathan, toi, on voit bien qu'il y a un changement de style dans le jeu de Bienne, mais encore une fois, on n'est pas si loin de cette 6e place. Ça s'est joué à des détails. On n'est pas si loin. En ce moment, le championnat est tellement serré. Puis tant mieux, hein, parce que ça nous fait un championnat excitant. C'est de la parité, ça. Donc, c'est important aussi là, que ce ne soit pas toujours les mêmes et qu'il n'y ait pas une grosse différence parce que ce serait un championnat ennuyant. C'est une bonne nouvelle pour Bienne qu'on ne soit pas si loin que ça. Mais quand on regarde les performances, si on se rend au shootout ou en prolongation régulièrement, c'est qu'on n'est pas vraiment au-dessus de la mêlée. Et c'est ça qui est inquiétant, en fait, parce que oui, on va grappiller des points, mais on ne réussit pas à être supérieur aux équipes qu'on affronte. Est-ce qu'on réfléchit trop du côté du HC Bienne? Tu sais, Jérôme, tu parlais des retours victorieux de Bienne l'an passé. On jouait sans complexe du côté de Bienne. On était créatifs offensivement. C'est ce que Tormanen permettait à ses joueurs. Laissez-vous guidé par votre instinct, jouer de la façon que vous le souhaitez. Là, maintenant, on réfléchit beaucoup. Le système de jeu, il est bien défini. On doit réfléchir. Ça marche, OK, dans certains cas. Mais est-ce qu'en ce moment, les joueurs se posent trop de questions? Est-ce que le système est compliqué à assimiler? Ou est-ce que s'il y a un joueur qui fait une erreur, est-ce qu'il se fait tout de suite taper sur les doigts? Puis là, le shift d'après, il réfléchit trop. C'est des choses qu'on peut se poser. Peut-être qu'en ce moment, le HC Bienne est en période de transition entre s'adapter à ce nouveau système de jeu, entre trop réfléchir et le hockey qui nous ont habitués l'an passé, même les saisons avant sous Tormanen, où est-ce que c'était beaucoup plus du hockey instinctif et créatif du côté du HC Bienne. Ça, on a perdu ça, j'ai l'impression.
Il y a une question dans le chat là, de Lucas Faton, parce qu'évidemment, avec tous les blessés, on peut aussi se dire il y a des blessés qui sont vraiment importants, hein, offerts. Enfin, il y a toute la liste là, on peut y aller un petit bout, dont Leuve. Lucas Faton qui demande dans le chat s'il n'y a pas un problème de préparation physique du côté du HC Bienne. Ça fait une dizaine de saisons qu'en début de championnat, il y a beaucoup de blessés. Alors avant, les saisons passées, c'est ce que tu disais, Jérôme, il y a des blessés, c'est égal. Bienne trouve toujours un moyen de s'en sortir. Et là, malgré Seteri, malgré Van Pottelberg, ça ne fonctionne plus. Alors ça, je sais pas s'il y a un problème de préparation physique. Honnêtement, Leuve, c'est pas de préparation physique. Non, clairement pas. C'est un choc, ma foi, c'est un choc. Je sais pas s'il y a un problème de préparation physique. Il faudrait revoir quelles sont les blessures depuis tant d'années. Mais ce que je remarque surtout à Bienne, et t'en parlais, Jonathan, de ce manque de... Finalement, Bienne lâche pas les chevaux cette année sur les matchs. Et c'est vrai que l'année passée, même quand ils perdaient des matchs, les joueurs allaient de l'avant. Tu voyais qu'ils se faisaient plaisir en jouant. Ils ressortaient avec le sourire, même si, je veux dire, ils jouaient avec le sourire. Et cette année, t'as pas l'impression qu'ils jouent vraiment avec le sourire. Justement, comme s'ils réfléchissaient trop. Justement. Et c'est peut-être la différence. Il faudrait peut-être retrouver ce sourire, puis se dire que finalement, c'est qu'un jeu. Parce que c'est un petit peu ce que les Biennois nous disaient l'année passée. Finalement, on fait notre sport, on est professionnel dans notre sport, mais ça reste un jeu. Et on est là pour, entre guillemets, s'amuser. Ouais. Et cette année, j'ai pas l'impression qu'ils s'amusent, en fait. Ouais, ou en tout cas moins que l'année passée. Il y a un manque de spontanéité, ça c'est clair. Ouais. Je vais peut-être revenir sur la question de préparation physique. Je trouve très intéressante cette question parce que c'est la question que certains clubs de NHL se posent aussi parce qu'il y a beaucoup de blessures en début de saison. C'est normal parce que les joueurs s'entraînent souvent individuellement, montent le rythme petit à petit jusqu'au camp d'entraînement et souvent le rythme est très élevé dès le début du camp d'entraînement. C'est pour ça qu'il y a souvent des petites blessures qui sortent en début de saison. Est-ce que les Biennois ont dû... Je ne peux pas me prononcer trop là-dessus. Je peux que émettre des hypothèses ou des questions parce que, évidemment, je n'ai pas la nature de toutes les blessures ni à quel moment ces blessures-là sont apparues. Mais est-ce que Bienne, avec la Champions Hockey League, ont peut-être monté le niveau hyper élevé rapidement? Et c'est peut-être ça qui a causé certaines blessures à gauche, à droite, parce que leur préparation a été un petit peu plus courte que certaines autres équipes, due à la Champions Hockey League. Parce que Genève Servette également a eu quelques blessés en début de saison. Rappersville, eux, avaient déjà des blessés même avant la Champions Hockey League. Mais c'est trois équipes qui ont eu des débuts de saison compliqués. Ça s'est replacé pour Rappersville, mais c'est encore très compliqué pour Bienne et Genève. Merci. Il y a Fabien qui demande est-ce que Bienne a besoin de régler plusieurs dossiers de futurs contrats pour jouer plus libéré, en sachant, c'est possible aussi. Hein. Et peut-être... Il y a plus de 10 joueurs qui sont en fin de contrat, dont des leaders, dont Radgeb, dont Brunner. Alors, est-ce qu'en coulisses, ils ont déjà signé ou pas? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, officiellement, il n'y a rien qui a été annoncé. Est-ce qu'il y a des joueurs qui savent déjà qu'ils vont partir? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont complètement dans l'incertitude? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont déjà quasiment... ils ont presque le stylo dans la main et puis ils vont signer? Ça peut aussi jouer parce que peut-être aussi que Steinegger leur a dit écoute, on va discuter début novembre. On regarde tes performances sur septembre-octobre. Et puis ça met une pression supplémentaire aux joueurs peut-être. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se règlent à la pause de novembre. Oui, et deux joueurs qui sont très affectés par cette situation de contrat, c'est certainement les deux gardiens de but, Seteri et Van Pottelberg. Aussi, et quand tu prends la décision de changer un gardien pour la séance de shootout à la toute dernière minute, c'est sûr que ça ne fait pas plaisir aux deux gardiens et ça ne doit pas faire plaisir au vestiaire. Mais je me demande si ça avait été le genre de décision qui passe pas très bien. Ouais, mais je pense que ça a été prévu d'avance parce que le match d'avant, Van Pottelberg a été très mauvais au penalty contre Langnau, si je me trompe pas. Et dès que la prolongation a été finie, on a déjà vu pendant la prolongation Seteri sur le banc. Et puis dès que la prolongation a été finie, il est allé sur glace. Donc je pense que c'était prévu d'avance. C'est très piégeux pour un gardien. Mais c'est il n'a pas joué du match et il a très mal paru d'ailleurs dans cette séance de tir au but. Là, je trouve que ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est pas une bonne décision ni pour Van Pottelberg ni pour Seteri. On en a vu le résultat. Alors, du côté des supporters, ou en tout cas quelqu'un qui est bien informé, Anto Prieto dans le chat nous dit il y aura des signatures durant la prochaine pause. Donc, on va peut-être s'accrocher à ça du côté des supporters biennois. Puis là, on va prendre la route du Jura pour parler du HC Ajoie. On commence par quoi, Jérôme? On commence par la glace ou bien par le théâtre?
On va commencer par le théâtre, Allez. puisqu'il y a presque 50 000 vues de cette vidéo de Christian Volvend qui se moque pas si gentiment que ça de son homologue fribourgeois Christian Dubé à la fin du match remporté par les Dragons à Port-Rentruy. Alors il a pris 2 minutes de pénalité. C'est pas... Alors ça amuse, évidemment ça amuse, ça fait défiler des images sur les réseaux, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut dans le championnat de Suisse de National League? Alors honnêtement, si c'était arrêté juste à ça, ça aurait été marrant. C'est ensuite se moquer de l'apparence de Christian Dubé, qui, moi je trouve que c'est un débordement, honnêtement. Après, il faut peut-être aussi expliquer pourquoi il a fait ça, Volven. C'est que Fribourg gagnait 3-0. Et Fribourg avait le match le lendemain contre Berne. Et puis le 3e tiers, Fribourg a voulu le gérer. D'ailleurs, Nathan Marchand le dit à l'interview, on a voulu garder des forces. Donc Fribourg a laissé le puck à Ajoie, a fait tourner ses lignes. D'ailleurs, on n'a presque pas vu Berchi ni Di Domenico pendant ce 3e tiers. Ils ne faisaient pas les chiffres qu'ils voulaient. Enfin, on a fait jouer, on a donné du temps de glace à ceux qui en ont moins d'habitude dans le 3e tiers. Et Ajoie, lui, a continué de jouer, parce qu'Ajoie était à la maison, Ajoie voulait aller chercher ce 3e tiers, Ajoie voulait aller marquer, et puis ça a donné une situation de jeu où d'un côté tu as des joueurs qui en veulent à fond, puis de l'autre côté des joueurs qui en veulent un peu moins, puis c'est vrai que certains Ajoulots ont donné des coups de canne aux Fribourgeois en mettant la pression, notamment Sørensen qui a pris 2 coups sur les poignets, Berchi je crois aussi a pris un coup dans les mollets, et au bout d'un moment, les joueurs de Fribourg sont allés vers l'arbitre à chaque interruption de jeu en disant « Mais regarde, on prend des coups, ça serait quand même bien de pénaliser. » Et à un moment donné, sur le banc, je pense que c'est Christian Dubé, c'est lui-même qui a pris la parole. Et puis là, Christian Volvend, il a envie de dire « Mais attends, t'es devant au score, arrête de pleurer, arrête de te plaindre. » C'est un petit peu comme ça que c'est parti. Alors, Jonathan, on a déjà vu, hein, on a des souvenirs de Patrick Roy, d'autres coachs qui sont un peu vocaux. On a vu Grunborg, on avait vu Tangnes qui s'insultait en suédois. Bon, là, on n'a pas compris, mais est-ce que ce genre de débordement, selon toi, a sa place dans notre championnat? C'est normal qu'on ait de l'émotion dans les matchs de National League, mais pas comme ça. Il y a toujours une limite à ne pas franchir. Et là, je pense que Christian Volvend le franchit parce que moi, une des premières choses que je me suis fait dire dans ma courte carrière de hockeyeur au Québec, c'est tu gagnes d'une façon honnête, respectueuse, tu perds d'une façon honnête et respectueuse. C'est normal de vouloir un peu motiver ses troupes, de vouloir passer des messages, mais pas de cette façon-là. C'est de façon irrespectueuse, c'est de façon qui ne donne pas une bonne image du HC Ajoie. Et ce n'est pas l'image, je pense, que le canton veut de son équipe. Un mec qui pète les plombs comme ça, de cette façon derrière le banc. Pour moi, je trouve très honteux ce geste pour une équipe qui, déjà sur la patinoire, peine déjà, qui a de la difficulté à avoir confiance en ses moyens, cette équipe du HC Ajoie. Ben là, lui enlève tout ce qu'il y a de respectueux de cette équipe parce que les partisans sont là chaque soir. C'est probablement parmi les meilleurs partisans de la Ligue. Cette équipe-là a un manque flagrant de talent, mais pas un manque de cœur. Mais là, ça ne va pas avec ce qui est véhiculé par le HC Ajoie depuis son entrée en National League. Christian Volvend, dans un épisode qu'on a mis dans un des homemade qu'on a fait, là, dans un des Inside Plus qu'on a présenté de Christian Volvend, il dit qu'il a travaillé sur lui-même, qu'il a changé, qu'il ne fera plus les mêmes erreurs. Ben, on voit exactement le même gars qui a balancé les bouteilles d'eau sur la patinoire à Davos. Et nos oreilles nous racontent certaines histoires aussi de quand il était dans les mouvements juniors du côté de Lugano. Donc, ce gars-là ne changera jamais, j'ai l'impression. C'est dommage, mais j'espère qu'il va y avoir une réaction du côté de la direction du HC Ajoie parce que pour moi, ça ne passe pas. Quand tu parlais des joueurs d'Ajoie qui jouaient avec le cœur, c'est vrai que contre Fribourg, on a vu un plan de match vraiment du HC Ajoie. Ils savaient qu'ils allaient dominer, ils ont joué en défense, ils ont laissé Fribourg aux bandes. Fribourg a eu peut-être, je ne sais pas, 70-80% du puck en première période, mais ils n'ont pas été dangereux, donc il y avait clairement un plan de match, les joueurs étaient concentrés, ils jouaient pour Volven qui a vraiment préparé ce match, et puis finalement il y a 2 erreurs à Joulotte qui donnent les 2 premiers buts à Fribourg, et puis quand vous êtes mené par Fribourg après 25 minutes 2-0, le match il est quasiment plié.
déjà. Défensivement, c'est fort. Hein. Voilà, mais on peut pas dire que déjà les Ajoulo jouent contre leur entraîneur ou que Volven fait n'importe quoi. Je veux dire, l'équipe, elle est là, ils avaient vraiment du cœur, ils ont patiné jusqu'à la 60e minute. D'ailleurs, Hazen, quand il marque, il fait un geste, on voit que c'est presque un geste de rage plutôt que de joie où il a marqué, comme pour dire, mais on y arrive, il faut simplement travailler beaucoup plus. Et puis c'est vrai que ce geste de Volven, il vient un peu casser toute cette dynamique. On peut parler des étrangers. Hein. Il y a une ligne 100% québécoise qui marche pas. Asselin, Gauthier 0 point. Asselin 1 point. Odette sort à peine ce qu'il sortait comme statistique à Lausanne l'année dernière. Donc on a ce qu'on a acheté quelque part. Là, voilà. Et puis De Vos qui marque pas. Hazen qui marque. Après. Oui, vas-y, t'as une. 27 matchs que De Vos n'a plus marqué. Son dernier but, c'est le 14 janvier. Contre le CP Berne. Et puis si on compare, alors oui, on peut dire qu'on n'a pas le budget, etc. Mais si on compare les étrangers les stats des étrangers d'Ajoie, les attaquants d'Ajoie et les attaquants étrangers de Langnau, on est à 0,42 points par match pour les Ajoulo et 0,7 de l'autre côté. Donc là, il y a quelque chose à faire. Et d'ailleurs, il y a Joris dans le chat qui pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas essayer de mettre Thibaut Frossard au centre de ce deuxième bloc et puis essayer de tourner comme ça, de diluer un peu pour essayer de trouver le déclic. Écoute, vendredi, il y a un truc qu'on n'a pas compris en journaliste. On reçoit la feuille de match et on voit que tous les trios offensifs ont changé, sauf la ligne qui ne fonctionne pas. Donc on s'est dit, mais il fait quoi ? Il a mis Colère 13e attaquant, alors que Colère, Hazen, De Vos, ça marche assez bien, voire même super bien depuis le début de la saison. Il a mis Schmutz avec eux. Il a rechangé Schmutz après 10 minutes, parce que Schmutz, il avançait pas par rapport à De Vos et Hazen. Finalement, il y a Colère qui est venu. Et cette ligne Odette, Gauthier, Asselin, ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que tu vois sur la glace qu'ils ont envie de jouer ensemble, ils se donnent de la peine, ils sont concentrés et tout, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une question de feeling, où les jeux des trois ne fonctionnent pas avec celui des autres. Est-ce que ce sont des joueurs qui s'entendent peut-être pas hors glace ? Je n'en sais rien, c'est 3 joueurs que je ne connais pas hors hockey. Donc je ne sais pas, peut-être que tu as une réponse. Toi, Jonathan, je sais que tu connais un petit peu plus Asselin, un peu plus que nous, en dehors de la glace, mais franchement, je n'ai pas d'explication. En partant, Guillaume Asselin, sur la patinoire, ses meilleures performances ont toujours été lorsqu'il était jumelé à un bon joueur de centre. Il a besoin de quelqu'un qui lui fournit la rondelle au bon endroit parce que Guillaume Asselin, c'est un shooter. Il a été comme ça toute sa carrière. C'est un gars qui est capable de mettre le puck au fond. Ouais, exactement, ça, il l'a montré. Et lorsqu'on regarde Odette depuis son arrivée dans le championnat, il n'a jamais été l'ombre de ce qu'on nous promettait parce qu'il a eu une grosse saison dans sa carrière en KHL. Il flirte un peu là-dessus, mais on reste sur notre fin. Et Frédéric Gauthier, dans toute sa carrière professionnelle, n'a jamais été reconnu comme un joueur avec un grand instinct offensif. Ce qu'on aimait beaucoup lorsqu'il a été drafté première ronde du côté de Toronto, c'était son gabarit, son format géant. C'est un joueur de centre. Ça aide beaucoup quand les joueurs arrivent juniors puis ils ont déjà une grandeur et une musculature physique d'adulte dans un monde de M20. Ça aide évidemment. Et je pense pas que... C'est sûr et certain qu'un joueur comme Asselin doit se faire mettre en valeur, doit avoir un joueur qui le met en valeur. Je pense pas qu'Asselin et Odette ont l'instinct offensif pour aider un gars comme Asselin. Si on part juste de cette base-là, je ne dis pas que Gauthier, Asselin et Odette n'ont pas leur place dans l'effectif, mais peut-être que de remanier certains trios, tu disais, Thibaut Frossard, pour moi, peut-être plus d'instinct offensif qu'un Frédéric Gauthier au centre. Ah oui. Donc, peut-être que ça serait ça la solution, mais il faut bouger, il faut essayer des trucs. Il faut trouver le complément parfait à un Guillaume Asselin pour le faire produire parce que l'an passé, c'est quoi? C'est 16 buts, Guillaume Asselin, si je ne me trompe pas. C'est un gars 22, qui est capable... 22 en 55 matchs. Buts. Mes excuses à Guillaume. 22 buts la saison dernière. Ça veut dire que c'est un marqueur de 20 buts dans ce championnat. Il faut que tu lui trouves un joueur de centre qui est capable de lui donner le puck pour qu'il en marque encore 20. Et là, si lui ne marque pas 20 buts, c'est pas Gauthier qui va le faire et c'est pas Odette qui va le faire. Donc, c'est 20 buts en moins dans le total du HC Ajoie. Et c'est peut-être ça qui fait la différence sur des matchs comme contre Fribourg. Ben, s'il en avait marqué un Asselin, un ou deux, ben, peut-être qu'on aurait un discours différent et peut-être qu'on n'aurait pas eu le cirque Volven.
Et puis là, on a 7 points de retard sur le 13e, hein, déjà. Donc, de 13 à 6, c'est très, très serré. Mais ensuite, il y a Ajoie qui est en dessous. Et puis, ça suffit déjà à ce que certains supporters, d'ailleurs, ça parle beaucoup dans le chat à propos de ça, demandent le retour de Gary Sheehan. Vous voyez, alors, il y a eu de l'eau qui a passé sous les ponts depuis. À mon sens, ce n'est pas quelque chose qui est envisageable. Pas forcément en raison de la qualité de Gary, qui fait du très bon travail à Franche-Montagne, d'ailleurs. Mais plutôt de l'environnement du club. Je ne crois pas que ça s'est super bien fini non plus. Donc là, je ne pense pas que ça, il faut y penser. Et fondamentalement, d'après ce que Jérôme disait encore, eh bien, c'est pas forcément Volven le problème. Hein, c'est une question, comme le disait peut-être Lucas dans le chat, si on regarde simplement les effectifs, c'est un manque de qualité dans l'effectif à Joulot. Il y a une deuxième, troisième, quatrième ligne. La deuxième ligne devrait marquer, elle ne le fait pas. Il n'y a pas de secondary scoring, quasiment jamais. Il y a Maka qui a mis un but. Il y a Kohler qui a la bonne surprise lorsqu'il joue aux côtés de De Vos et Hazen. Il y a Romanengi qui met un but qui sort de nulle part, mais c'en est un. Charogny est blessé. Enfin, si on cherche, c'est Arnold. Est-ce que c'est Arnold qui doit sauver le HCA? Je ne pense pas. Ah, il y a une sirène de notre côté, Jonathan, qui a retenti. Monsieur, j'ai juste peut-être le mot de la fin sur le HCA Ajoie. Prenez le 4e bloc de presque toutes les équipes de National League et essayez de les voir dans l'organigramme du HCA Ajoie et c'est jamais comme 4e bloc. Donc, ça montre le manque de profondeur de cette équipe. Ouais, bonne remarque. Merci, Jonathan, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci, Jérôme. Nous, on va quand même vous donner le programme de la semaine, puisque ce soir, vous retrouverez notre émission dès 20h sur MySports 1. Nouvel épisode de notre série Inside Plus avec le grison Nino Niederreiter. Une vingtaine de minutes avec le grison de NHL. Ce sera à 21h sur MySports 1. Si vous n'arrivez pas à tenir jusqu'à ce soir, foncez sur notre app. L'épisode est déjà disponible. Et puis ensuite, on se retrouve demain soir déjà. Jérôme, toi, tu seras là mercredi. Ouais. Demain soir, Genève reçoit Pardubice, les Tchèques en Champions Hockey League. Au même moment, Rapperswil jouera contre Tappara Tampere. Et mercredi 17h30, c'est ça. Le HCBN. Vitkovice HCBN, voilà. Champions League. Et puis sinon on retrouve le courant normal si on veut bien. Studio vendredi 19h25 avec Ajoie Lausanne comme match studio. Et puis samedi 19h25 également, ce sera Berne et Genève qui seront aux prises dans notre match studio. Vous retrouverez cet épisode sur tous nos supports, Apple Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube, etc. On vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de soirée. Si vous regardez ça ce soir sur la télévision. Et puis, on vous donne rendez-vous déjà demain pour encore plus de hockey sur MySports. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye. Tous les matchs de National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.